Bonjour à tous, nous avons dans cette vidéo un premier TD sur l'étude des fonctions. Nous sommes toujours au niveau de remise à niveau et de complément sur ce qui a pu être fait au lycée. Dans ce premier TD, nous allons voir un peu de lecture graphique, de la dérivation de fonctions et puis l'étude du sens de variation de quelques fonctions, donc de l'entraînement un petit peu technique sans application pratique. Nous aurons à la suite de ça 2 autres TD où on pourra aller sur des fonctions qui font référence à des cas un peu plus pratiques. Ici, commençons par une représentation graphique de 2 fonctions, f et g. Donc nous avons la courbe d'une fonction f en bleu et celle d'une fonction g en vert, qui nous montrent donc 2 types de variations différentes avec 2 points d'intersection pour ces courbes, une tangente qui est tracée en un point A de la courbe de g, donc on va avoir diverses questions de lecture graphique là-dessus. Première question, donner les valeurs f de 0 et g de 1. Donc bien entendu, quand on écrit f de 0, 0 entre parenthèses est une valeur de x. Et donc, on se positionne horizontalement en x égale 0, et puis on remonte ou on redescend sur les cases sur la courbe de la fonction considérée pour lire l'ordonnée. Donc, on cherche l'image de 0, qui vaut 1 ici. Donc, nous sommes à cet endroit-là. Voilà, f de 0 égale 1. Pour g de 1, on se place à l'abscisse 1, on remonte sur la courbe de g, on est au point qui s'appelle A sur ce graphique, et g de 1 est la valeur en y, donc l'ordonnée du point A, c'est-à-dire 3. Donner le domaine de la variable x tel que g de x supérieur ou égal à f de x. Encore une fois, g de x, f de x, ce sont des images de valeurs de x, donc ce sont des valeurs lues verticalement, ce sont des hauteurs sur ce graphique. G de x supérieur à f de x signifie la courbe de g est au-dessus de la courbe de f. Et on voit que dans cette représentation-là, ça correspond à un domaine qui se trouve entre le premier point d'intersection et le second. Alors, donner le domaine de la variable x, tel que, j'aurais pu résumer ça en un seul verbe, résoudre. En tout cas, on est en train de chercher les valeurs de x correspondantes. Ce qui nous intéresse, c'est la plage de valeurs de x qui va permettre à la courbe de g d'être au-dessus de la courbe de f. Bien sûr, comme on est en lecture graphique, on va faire ça aussi précisément que possible. Ici, un petit carreau représente 1/8 d'unité. Bon, très bien, on a à peu près 2,6 petits carreaux pour arriver au premier point d'intersection. 2,6 fois 1/8, ça donnera le nombre d'unités. Et puis, ici, je suis à 2 unités plus 1, 2, 3, 4, 4,7. Allez, 2 unités plus 4,7 huitièmes, ce qui va nous permettre d'estimer une valeur de x. Alors, si on fonctionne de cette façon-là, on peut dire qu'à peu près, on a un domaine de valeur de x entre 0,32 et 2,58. Donner les valeurs g' de 2 et g' de 1. Donc, attention, on n'est pas en train de parler de g, mais de g'. G' sur un graphique, c'est la pente de la courbe de la fonction g au point d'abscisse 2 et 1 ici. Alors, g' de 2, donc ça veut dire on se place en x égale 2 et on va sur la courbe verticalement. Ça nous mène, ce point x égale 2 au sommet de la courbe, où on voit que au niveau de la forme de la courbe, on a un aplatissement. Donc on a une dérivée continue, si vous préférez, c'est-à-dire que la pente varie de manière continue. Elle est positive tant qu'on est en dessous de l'abscisse 2, elle devient négative au-delà, et a priori elle s'annule, hein, on n'a pas de pointe ici au sommet de la courbe. Donc a priori g' de 2 égale 0 pour la pente de la tangente. Donc. Par contre pour g' de 1, il s'agit de la pente de la tangente en A, c'est pour ça que cette tangente a été tracée. Et là, la pente d'une tangente non nulle, ça se mesure par YB moins YA sur XB moins XA, lorsqu'on a 2 points A et B de notre droite. Alors ici, j'ai un point A. Je peux prendre un point B dont les coordonnées sont facilement lisibles ici. Donc le point 0, 1 appartient à la droite et le point 1, 3.
Alors, je vais calculer moi ici YK moins YB sur XA moins XB, ce qui nous donnera évidemment la même chose. La différence d'ordonnées donc vaudra 3 moins 1, 2, alors que la différence d'abscisse vaudra 1 moins 0, 1. 2 sur 1, 2. G' de 1 vaut 2. Alors, dernière question, donnez l'équation de la tangente à la courbe de G au point A d'abscisse 1. Alors, on a une formule générale pour donner l'équation de la tangente à une courbe à une certaine abscisse. Ici, on a quand même des indications très fortes sur cette fameuse droite. On vient de calculer sa pente, G' de 1 qui est égal à 2. Donc c'est une droite dont le coefficient directeur vaut 2. L'ordonnée à l'origine, on l'a sous les yeux, c'est 1. D'accord? Donc dans une expression de type y égale à x plus b, je sais déjà que petit a est égal à 2 et que petit b est égal à 1. Donc y égale 2x plus 1. Bien entendu, on aurait pu se servir de la formule générale, qui est celle-ci, et qui nous dit, voilà, si on se fixe une abscisse petit a, donc qui pour nous ici était 1, l'abscisse du point grand A, alors on peut donner l'équation de la droite en disant x moins petit a f' de a plus f de a. Alors on peut tenter le coup ici. X moins petit a, ça va devenir x moins 1. F' de a, c'est f' de 1. Alors ici, g', puisqu'il s'agit de la fonction g, qui valait 2. Donc j'ai x moins 1 facteur de 2, calcul auquel je dois rajouter f de a, donc f de 1, qui vaut 3, g de 1, ici bien sûr. X moins 1, le tout fois 2, et le tout plus 3. Alors x moins 1 fois 2, ça donne 2x moins 2, et plus 3, 2x moins 2 plus 3, 2x plus 1. J'ai bien retrouvé ce que je pressentais dès le départ. Voyons maintenant un ensemble de fonctions à dériver avec plusieurs formes, relativement simples d'ailleurs. On n'ira pas sur toutes les formes de fonctions qui seraient possibles de vouloir dériver, mais on va voir un certain nombre d'exemples qui peuvent nous intéresser plus particulièrement, dans les TD suivants en tout cas. Alors, on a affaire d'abord à des fonctions polynômes, donc à des sommes de termes, chacun représentant une puissance de la variable. Donc on est sur quelque chose de relativement simple. On se souviendra que, et j'ai affiché des formules basiques à droite, que la dérivée de u plus k est u', que la dérivée de k fois u est k fois u', que la dérivée de u plus v est u' plus v', bref. Le troisième terme, la troisième formule nous dit que lorsqu'on a une somme de termes, on peut dériver séparément les différents termes et en faire la somme à l'arrivée, par exemple, voilà, et ainsi de suite. Alors, x au carré plus 3x. Bon, on sait que la dérivée de x au carré est 2x, donc je suis dans le cas u plus v, hein. Donc je dérive séparément, x au carré va donner 2x, 3x va donner, deuxième formule, 3 fois la dérivée de x, qui elle-même vaut 1, donc 3 fois 1, 3. 2x plus 3. 1 tiers de x au carré plus 2x moins 7. Alors, lorsque j'ai quelque chose plus une constante, ce moins 7, je me réfère à la première formule, cette constante additionnelle disparaît dans la dérivée. C'est là qu'on dit, voilà, une constante donne 0. 1 tiers de x au carré va donner 1 tiers de 2x. 1 tiers de x au carré va donner 1 tiers de 2x. Donc 2 tiers de x. Ensuite, 2x va donner 2 fois 1, 2, et donc moins 7, 0. Bref, j'ai 2 tiers de x plus 2. 2 tiers de x au cube moins 3 demi de x au carré plus 1 demi de x. Au fait, je ne l'ai pas rappelé ici, mais on a toujours évidemment la formule x puissance alpha qui se dérive en alpha x puissance alpha moins 1. Et donc x au cube va se dériver en 3x au carré. Donc je vais obtenir pour dériver de cette fonction 2 tiers fois 3x au carré, simplification des facteurs 3, donc 2x au carré, 3 demi fois 2x, donc 3x, et 1 demi fois x, donc 1 demi fois 1.
Ce polynôme-là, alors toujours très facilement, très classiquement, hein, 3x au carré plus 2x plus 3, donc 3 fois 2x, 6x, plus 2, plus 0, 6x plus 2. 4x moins 5 au cube. Ah, alors là, on a une petite complication, où on pourrait se dire, bah, tant pis, on va développer ce cube. Après tout, a plus b au cube est égal à a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Mais ça serait un petit peu dommage de faire comme ça, même si c'est tout à fait possible, hein. On peut transformer ça en un polynôme développé, évidemment, et dériver chaque terme. Mais dans la suite des opérations, lorsqu'on dérive une fonction, notre objectif, c'est d'étudier ses variations. Étudier les variations d'une fonction, ça passe par l'étude du signe de la dérivée. Et étudier le signe de quelque chose, ça sera beaucoup plus facile si cette chose-là est factorisée. Donc il serait bien dommage de développer f pour ensuite avoir une dérivée elle-même développée et pour tenter ensuite de la refactoriser pour étudier son signe. N'oublions pas qu'il existe d'autres formules de dérivation, et en particulier celle qui va apparaître à droite. U puissance n a une dérivée qui est n fois u' fois u puissance n-1. Ici, u est joué par 4x plus 5, et n est l'exposant 3. Donc je vais méthodiquement inclure tous ces résultats dans ma dérivée. Donc n, 3. U', c'est la dérivée de 4x plus 5, c'est-à-dire 4. Donc 3 fois 4, fois u puissance n-1, donc 4x plus 5 au carré. Et à la fin, je peux évidemment calculer 3 fois 4, 12, donc j'ai 12 fois 4x plus 5 au carré. Maintenant que cette forme est factorisée, je n'aurai aucun mal à étudier le signe de cette dérivée. J'ai un nombre positif qui multiplie quelque chose qui n'est pas forcément positif, mais qui est mis au carré, donc un résultat positif. Bref, pour tout x réel, f' de x est positif, et même strictement, non, même pas strictement, non, 4x plus 5 pourrait être égal à 0, je dis une bêtise. En tout cas, c'est positif ou nul, et donc ma fonction f est croissante sur R. 4 moins x au carré. Ici, on revient sur des fonctions basiques, donc résultat 0 moins 2x. Donc moins 2x. Allez, passons à d'autres types de fonctions, les fonctions rationnelles. Leurs expressions sont des fractions rationnelles. Donc déjà, on a des fractions, et puis fraction rationnelle, ça signifie une fraction de deux polynômes. Alors, je vais rappeler les formules qui font référence à des fractions. Soit on a une fonction de type 1 sur v, ou constante sur v, ce qui reviendra au même, qui se dérive rapidement. Pardon. Soit on a une fonction où le numérateur n'est pas constant. Donc le numérateur et le dénominateur sont des fonctions de la variable. Et à ce moment-là, on utilise la formule générale u'v moins uv' sur v carré. Bien entendu, si vous rencontrez une fraction, vous pouvez toujours utiliser cette formule, même dans ce cas. Si u est égal à 1, que donne cette formule générale? Bien, u' vaudra 0, donc ce terme-là disparaît, u'v, et il me restera moins uv', c'est-à-dire moins v' sur v carré, donc je retrouve cette formule au-dessus qui est finalement un cas particulier. Allez, 1 sur x plus 3 moins 1 sur x. Alors, j'ai toujours u plus v qui peut se dériver en u' plus v', donc je peux toujours dériver séparément. On a deux formes 1 sur v. Que vaut v' pour x plus 3 si v égale x plus 3, v' est égal à 1, et si v égale x, v' est égal à 1 aussi. Donc ma dérivée va être égale à moins v' sur v carré, donc moins 1 sur x plus 3 carré, moins 1 sur x carré, donc plus 1 sur x carré. 3x sur x plus 2, donc là on va faire la formule générale. U de x c'est 3x, v de x c'est x plus 2. U'v vaut donc 3x plus 2, alors que uv' vaut 3x fois 1. Après développer et réduire le numérateur, je m'aperçois qu'il est constant, en fait, il vaut 6.
Et donc, je me retrouve avec une dérivée qui vaut 6 sur x plus 2 au carré. Petite remarque, n'allez pas développer le dénominateur, pardon, c'est parfaitement inutile. Ça peut ensuite conduire à des erreurs, mais surtout, notre objectif est d'étudier le signe de la dérivée. Et encore une fois, tant qu'elle est factorisée, son signe sera plus facile à étudier. Donc laissez bien cette forme qui vous montre que le dénominateur est un carré, donc il est positif. Et donc cette dérivée, par exemple, est le rapport de deux nombres positifs, donc elle est elle-même positive. Et ma fonction g est croissante sur un intervalle où elle est définie. Attention, il y a une valeur interdite ici qui serait x égale moins 2. On aura l'occasion de reparler de cette notion de sens de variation sur un intervalle. X moins 5 sur x plus 2, u'v vaut 1 fois x plus 2, alors que u fois v' vaut x moins 5 fois 1. Après avoir développé, réduit, ordonné, j'ai un numérateur qui vaut 7. X au carré moins 3x sur x plus 1, u'v vaut 2x moins 3 facteur de x plus 1, et uv' vaut x carré moins 3x facteur de 1. Donc voilà u'v moins uv' au carré, divisé par v carré. Et encore une fois, je développe, je réduis, mais cette fois-ci, ça ne se résume pas à une constante. Je n'ai pas de simplification des termes en x carré ou en x. Donc j'ai à l'arrivée x carré plus 2x moins 3 sur x plus 1 au carré. Alors bien sûr, on n'a pas directement une forme factorisée au numérateur, et ça serait mieux. Mais on s'aperçoit que l'étude du signe de g' sera l'étude du signe de ce numérateur, qui est lui-même un polynôme du second degré. Le dénominateur étant positif, et donc n'influant pas sur le signe de la dérivée. f de x égale 3 sur x au carré moins 1. On revient à une formule de type 1 sur v, avec ici, en fait, 3 fois 1 sur v, v étant x carré moins 1. Donc 3 fois moins 2x sur x carré moins 1 au carré, moins v' sur v carré. X carré moins 1 sur x carré plus x, je continue de la même façon. u'v moins uv'. Je développe, je réduis, x carré plus 2x plus 1. J'ai la chance de reconnaître un produit remarquable ici. Il s'agit de x plus 1 au carré. Et au dénominateur, j'avais x au carré plus x au carré, où je pouvais sortir un x de la parenthèse, mais au carré. Donc x au carré facteur de x plus 1 au carré, pour m'apercevoir que j'ai une simplification qui arrive. Alors, là, j'ai dérivé ma fonction sans penser à une transformation possible de cette fonction au départ. Et ça m'a conduit à une dérivée un petit peu compliquée qui s'avère pouvoir être transformée et simplifiée à la fin. Mais on n'est pas obligé de voir les simplifications. Et donc, on peut être amené à, comment dire, à être un petit peu embêté pour l'étude du signe d'une dérivée. Peut-être que transformer la fonction de départ, ça nous aurait fait gagner un peu de temps. Et effectivement, si vous voulez transformer efficacement une fraction rationnelle, il y a deux solutions. Soit vous posez une division polynomiale, ce qui n'est pas au programme, en tout cas en TC, à l'IUTTC, mais je ferai d'autres vidéos où je montrerai des divisions polynomiales, c'est très efficace. Mais par contre, s'agissant d'une écriture aussi simple que celle-ci, il n'y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde, on va dire, et de faire des divisions polynomiales. On peut simplement tenter de faire apparaître le dénominateur dans le numérateur. Comment transformer et donc simplifier cette fraction? Eh bien, en disant que x au carré moins 1, c'est aussi x au carré plus x moins x moins 1. X au carré plus x moins 1 moins x, ici, divisé par x au carré plus x, va pouvoir être décomposé en une somme de deux fractions. D'abord x au carré plus x sur x au carré plus x, ce qui va donner 1. Et ensuite, moins 1 plus x sur x carré plus x, que je factorise en x, x plus 1. Je peux simplifier. Et j'ai donc 1 sur x.
Alors, cette simplification, 1 moins 1 sur x, peut nous conduire à se dire: «Oui, mais si vraiment on simplifie notre écriture, on n'a plus les mêmes valeurs interdites». Donc, il faut faire attention puisque le dénominateur lui-même a été transformé et effectivement, x au carré plus x est un dénominateur qui peut s'annuler pour 2 valeurs de x, si x est égal à 0, évidemment, mais aussi si x est égal à -1. Et cette valeur interdite -1, on ne la retrouve plus ici. Alors, comment est-ce que ça se fait? Eh bien, en fait, parce que -1 n'était pas une vraie valeur interdite pour ma fonction g. Parce qu'il se trouve que x égale -1 annule aussi le numérateur. Donc en x égale -1, on a une forme indéterminée 0 sur 0, et il convient de creuser un petit peu ce qui se passe pour cette fonction g lorsque x égale -1. Et c'est justement grâce à cette transformation qu'on s'aperçoit que non, l'expression de g peut se simplifier, et nous montrer que, après simplification, eh bien, on n'a plus qu'une seule valeur interdite qui est 0. D'ailleurs, sans faire cette manipulation-là, on aurait pu tout bonnement tenter de factoriser le numérateur et le dénominateur. Le dénominateur vaut x facteur de x plus 1, et le numérateur vaut x moins 1 facteur de x plus 1. Donc j'aurais pu aussi simplifier tout ça en x moins 1 sur x, d'où 1 moins 1 sur x. Quoi qu'il en soit, tous les chemins mènent à Rome. Si je me rends compte que g de x est finalement cette expression-là, et que je dois la dériver, eh bien ça va être très simple. La dérivée de 1 vaut 0. La dérivée de 1 sur x vaut moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée de moins 1 sur x vaut 1 sur x au carré. Et je retrouve ce que j'avais déterminé ici. Donc attention, parfois une fonction peut paraître d'écriture un peu compliquée, et sera effectivement un peu compliquée à dériver. Mais demandez-vous très rapidement si vous voyez une simplification de la fonction de départ avant même de la dérivée. Ça peut être utile. X au cube moins 1 sur 3x au carré plus 1. Là, on n'a pas le même degré en haut et en bas, donc il va peut-être être un peu plus délicat de tenter une simplification. On pourrait éventuellement toujours poser la division polynomiale, donc essayer de simplifier cette fraction, mais là, on va dériver tel quel, donc u'v moins uv' sur v au carré, avec un numérateur qui va être un polynôme du 4e degré, donc on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement sympathique. Donc laissons-la, c'était juste pour la dérivation. 2x plus 5 sur 1 moins x, on retombe sur quelque chose de beaucoup plus simple. u'v moins uv' sur v carré, qui va se simplifier en 7 sur 1 moins x, le tout au carré. Moins 6 sur x au carré plus 3, attention au bon réflexe, on revient sur une forme 1 sur v, et ici en particulier moins 6 fois 1 sur v. Donc j'aurai moins 6 fois moins v' sur v carré, et donc à l'arrivée en recombinant 12x sur x carré plus 3 au carré. Alors, voyons maintenant le cas des exponentiels et logarithmes. Vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas forcément très familiarisé avec les exponentiels et logarithmes, puisque vous sortez de terminale et que on a beaucoup élagué au niveau des programmes sur ces fonctions-là. Donc les exponentiels et les logarithmes sont des fonctions sur lesquelles il y a quelques petites choses à savoir. Et en particulier, il ne faut pas être effrayé si vous avez une étude de fonction à faire, c'est-à-dire une dérivation et une étude de signe de la dérivée. Ces fonctions sont très faciles à dériver. Donc on va voir ça. Évidemment, j'en profite pour rajouter les formules correspondantes à droite. Le ln d'une forme u de x se dérive en u' sur u. Et si u est x lui-même, ln x donne 1 sur x, bien sûr. E puissance u se dérive en u' fois e puissance u. Voilà. Donc le ln, c'est une fonction qui porte ce nom, donc c'est juste comme si j'écrivais f de u. Et l'exponentielle, par contre, ici, est un nombre, un peu comme pi, pour lequel on utilise une lettre. Donc ici, la lettre E, ce nombre vaut à peu près 2,718, mais peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on écrit classiquement une fonction exponentielle de base E avec cette base, et cette base est une écriture qui nous suit jusqu'au bout. Alors, vous voyez que dériver ces fonctions-là, ça n'est pas compliqué, c'est même plus simple que de dériver une fraction.
Donc on n'a plus qu'à appliquer ces règles. Alors, par exemple, ln de 1 moins 2x, donc u vaut 1 moins 2x, u' vaudra donc moins 2, et u 1 moins 2x. La dérivée vaut moins 2 sur 1 moins 2x. ln de x moins 3 sur x plus 3. Alors là, c'est un petit peu délicat puisqu'on a le ln d'une fraction. Alors évidemment, on peut connaître des formules sur les logarithmes et simplifier cette expression-là. On peut aussi tout bêtement se dire que cette fraction même peut être simplifiée. Après tout, x-3 sur x plus 3, c'est égal à x plus 3 moins 6 sur x plus 3. Donc x plus 3 sur x plus 3, 1, moins 6 sur x plus 3. Et peut-être qu'on aura un peu moins de mal à utiliser cette formule ensuite pour dériver notre fonction. Mais partons sur cette fraction. x-3 sur x plus 3, c'est notre u. On a besoin de u', qui est la dérivée de la fraction, et donc je reviens sur cette formule. U' aura une forme qui ressemble à ça, et u, que je vais replacer en dessous, est elle-même la fraction de départ. Donc ça paraît volumineux au départ, hein, mais voilà. Donc j'ai une forme u'v moins uv' sur v carré, et là j'ai ma fraction de départ. Alors, lorsque je regroupe, je m'aperçois que j'ai 6, tout simplement. Hein. Donc 6 sur x plus 3 au carré, que je divise par x moins 3 sur x plus 3. Alors, je vais m'empresser de, au lieu de faire cette grande division, de multiplier par l'inverse, fois x plus 3 sur x moins 3. Je m'aperçois donc peut-être plus facilement des simplifications qui peuvent arriver. Et ici, donc, il y a un facteur x plus 3 qui peut disparaître en haut et en bas. Donc, il va rester un facteur x plus 3 en bas sans la puissance 2. Et donc, j'ai x plus 3 facteur de x moins 3 qui va me donner x au carré moins 9, finalement, dans la dérivée. Voilà, mais encore une fois, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez tenter dès le départ une transformation de la fraction, ou alors l'utilisation d'une formule sur le ln, qui nous dit en particulier que ln a sur b est égal à ln a moins ln b. Alors, ln de x au carré moins 1. Ici, pas question de tenter de transformer x au carré moins 1, ni même le ln de cette forme. Donc on a ln u qu'on va écrire donc tel quel pour dériver en 2x sur x au carré moins 1, u' sur u. Exponentielle maintenant. E puissance u donne u' puissance u, ici avec u égale 0,3x moins 2. Donc u' est la dérivée de 0,3x moins 2, donc 0,3. La dérivée de cette exponentielle vaut 0,3 fois cette exponentielle. Tout l'intérêt justement des fonctions exponentielles de base E est qu'elles sont proportionnelles à leur dérivée. Alors proportionnelle, je m'entends, si ce coefficient-là est une constante, donc u' est une constante, et donc u est une forme du premier degré. Voilà. Donc, je précise ce que je disais, une exponentielle d'une forme du premier degré est proportionnelle à sa dérivée. 0,5 e puissance 4x moins x au cube. Alors, e puissance 4x seul va se dériver en 4 e puissance 4x. Je sais que k fois u se dérive en k fois u'. Donc, j'aurai pour dériver ce bloc-là 0,5 fois 4 puissance 4x. Donc 2 e puissance 4x. X au cube dans son coin représente le deuxième terme d'une forme donc u plus v qui composait g de x et donc se dérive séparément évidemment en 3x au carré. 1 plus x facteur de exponentielle de 1 moins 2x. Là, on a affaire à une forme u fois v. D'accord, on a un produit. Et donc, aucune des formules qui sont citées ici ne me permet de dériver cette fonction. Donc, j'ai besoin de savoir dériver un produit. U fois v, donc je rappelle que ça se dérive en u'v plus uv'. Donc, j'aurai pour u ici 1 plus x, et pour v, l'exponentielle de 1 moins 2x. U' vaut 1, donc u'v plus u fois v', qui est la dérivée de l'exponentielle seule, et qui vaut donc moins 2, exponentielle de 1 moins 2x, moins 2 étant la dérivée de 1 moins 2x.
Je finis par développer et puis regrouper, puisque j'ai un facteur commun hein, dans les deux termes de ma dérivée, qui est cette exponentielle. Donc je factorise par cette exponentielle, et j'obtiens donc moins, entre parenthèses, 1 plus 2x, exponentielle de 1 moins 2x. E puissance 2x moins E puissance x. Très simple. La dérivée vaudra 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x. 2 sur 1 moins E puissance moins 2x. Donc là, j'ai une forme 1 sur V, avec un facteur 2. Bon, bah, 2 fois 1 sur V. Où je devrais donc exprimer moins V' sur V carré. Alors V carré, ça n'est jamais un problème, hein, il suffit de prendre ça et de le mettre au carré. Par contre, V', c'est la dérivée de 1 moins exponentielle de moins 2x. Et là, attention au signe. Bon, la dérivée de 1 vaut 0. Ensuite, j'ai moins la dérivée de exponentielle de moins 2x, qui elle-même est moins 2 exponentielle de moins 2x. Et donc, attention à l'enchaînement des signes moins. J'ai un premier signe moins qui vient de ma formule, moins V' sur V carré, que j'ai écrit ici, moins U' sur U carré, peu importe. Donc j'ai un premier signe moins. Un deuxième signe moins qui était déjà présent dans ma fonction, enfin dans mon dénominateur. Et puis un troisième qui vient de la dérivée exponentielle de moins 2x. Moins par moins, ça donne moins. J'ai un facteur 2, j'avais en face un autre facteur 2, donc ça va donner un facteur 4. Et voilà donc pour la dérivée de cette fonction. Alors dans ce type de fonction, qui apparaissent d'ailleurs à de multiples occasions hein, dans des exemples physiques ou économiques ou démographiques, des fonctions de cette écriture-là apparaissent relativement souvent. Il faut être très vigilant quant à la dérivation de ces fonctions-là, parce qu'on a vite fait de se tromper de signe, et donc de sens de variation pour la fonction, ce qui est évidemment grave pour la suite. Allez, voyons pour finir une catégorie de fonctions avec des racines carrées. Du coup, je vais afficher une formule spécifique pour les racines carrées. La racine carrée d'une expression u de x se dérive en u' sur 2 racines de u. Donc là encore, on a quelque chose de très mécanique et finalement simple à appliquer. Si je veux dériver x racine de x, alors là, je pourrais évidemment tenter d'utiliser ça, mais je vais plutôt passer par les puissances. C'est l'exemple que j'avais traité dans la vidéo d'explication de cours sur les fonctions. X puissance 3,5. Hein. Donc j'ai x puissance 1 fois x puissance 1,5. Donc en regroupant, c'est x puissance 3,5. Si je dérive ça, x puissance alpha donne alpha x puissance alpha moins 1, donc 3,5 de racine de x. Alors encore une fois, j'aurais pu tenter le coup en disant, ben non, j'ai aussi une forme u fois v qui va se dériver en u'v plus uv'. u'v, ça donne 1 racine de x. uv', ça donne x fois 1 sur 2 racine de x. Donc je me retrouverai pour g' avec racine de x plus x sur 2 racine de x. La fraction se simplifie. X sur 2 racines de x, ça donne racine de x sur 2. Parce qu'au numérateur, x était égal à racine de x fois racine de x. Donc j'ai finalement pour g' de x, racine de x, plus racine de x sur 2. Et donc effectivement, en tout, 3,5 de racine de x. Moralité, si vous pouvez faire apparaître une puissance, utilisez-la pour dériver votre fonction, ça vous fera gagner du temps. Alors, 3 moins 2x fois racine de x. Alors là encore, ça peut être vu en développant comme 3 racines de x qui va se dériver simplement, moins 2x racine de x qui va se dériver comme la fonction du dessus très rapidement. Donc on peut faire comme ça. Et donc dire qu'on a 3 moins 2x, le tout facteur de racine de x. Alors, on peut aussi se dire, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pardon, on peut aussi se dire ça, qui est évidemment toujours plus compliqué. J'ai u fois v. Donc je vais dire u' v plus u v'.
Et ensuite, je tente de simplifier, regrouper au maximum pour simplifier mon écriture. Donc moins 2 racine de x, plus 3 sur 2 racine de x, moins 2x sur 2 racine de x, qui va se simplifier en 2 sur 2, ça donne 1, et x sur racine de x, ça donne racine de x, donc je retrouve moins racine de x. Et puis ensuite, je fais un regroupement, effectivement, moins 2 racine de x, moins racine de x, ça va me donner moins 3 racine de x. Et puis j'aurai plus 3 sur 2 racine de x. Bon, c'est toujours un peu plus risqué puisqu'il y a plus d'étapes de calcul que dans le fait d'utiliser une puissance pour nous faire dériver ça plus rapidement. G de x égale 2x carré plus x facteur de racine de x. Donc là encore, je peux invoquer des exposants et dériver rapidement. Ou alors dire, j'ai une forme u fois v, et à ce moment-là, je suis comme dans ce cas-là, c'est-à-dire sur quelque chose de plus long à effectuer. En développant et en transformant ma racine en une puissance, j'ai x au carré fois x puissance 1 demi, donc j'ai x puissance 5 demi, qui va se dériver facilement, et puis ici j'ai x racine de x qui vaut x puissance 3 demi, et qui se dérive facilement. Donc la dérivée de 2x puissance 5 demi plus x puissance 3 demi, ça sera 2 fois 5 demi, donc 5 fois x puissance 5 demi moins 1, donc 3 demi. Et puis x puissance 3 demi, on l'a vu ici, se dérive en 3 demi de racine de x. X puissance 3 demi, si je veux retransformer ça, ça vaut x racine de x. Et donc, je m'aperçois que finalement, j'ai un facteur commun en les deux termes qui est racine de x. Voilà ce que donnerait la forme u fois v à dériver, u' v plus u v'. Je transforme ça autant que possible, et je m'aperçois que effectivement, après simplification, j'ai un facteur commun racine de x qui apparaît, et j'aboutis évidemment à la même conclusion qu'au-dessus. Allez, une dernière fonction pour finir, quelque chose de simple, racine carrée de x carré plus 1. Pas question de transformer cette écriture, mais on pourrait évidemment toujours dire qu'on a x carré plus 1 puissance 1 demi pour dériver une forme u puissance n avec n égale 1 demi ici, ce qui marcherait évidemment. Mais bon, là on aura avantage à utiliser la forme directe racine de u, en u' sur 2 racine de u, ça va très bien se passer. U' 2x, 2 racines de u, 2 racines de x carré plus 1. Je simplifie mes coefficients 2. Et voici une dérivée rapidement obtenue. Voilà, nous allons maintenant sur 4 fonctions. Non, pardon, nous allons maintenant voir. J'avais oublié que j'avais inclus ça dans mon diaporama. Les grandes étapes sur Casio à gauche ou TI à droite pour enregistrer une fonction sur une calculatrice, afficher un tableau de valeurs et afficher une courbe. Alors, vous savez peut-être tous plus ou moins comment faire, mais enfin, ça mérite toujours d'être rappelé, et surtout les réglages pour le tableau de valeurs et pour la courbe, qu'on a tendance à oublier. Parfois, on ne voit pas de courbe sur notre écran alors qu'on a demandé une courbe, et on se demande pourquoi. Et on se dit, ma calculette, elle bug, elle fonctionne mal. Non. Alors regardons bien, et puis ce sont les mêmes étapes à faire sur Casio ou sur TI, ce qui se passe. D'abord, évidemment, vous allez là où il faut pour écrire la formule de votre fonction. Ensuite, ne demandez pas tout de suite de tracer la courbe. C'est en général parfaitement inutile, et ça peut vous afficher quelque chose qui ne correspond pas du tout à vos attentes. Non, d'abord, il faut obtenir un tableau de valeurs sur l'intervalle des x qui vous intéresse. Et on verra pourquoi obtenir ce tableau de valeurs. Donc, sur les Casio, vous allez dans le menu table, vous y êtes a priori déjà, et vous allez choisir l'option écran Range ou Set. Donc, ça dépend des modèles de Casio. En tout cas, vous allez choisir vos x dans cette option-là. Et donc, vous allez pouvoir régler voilà, le premier x, le deuxième x, et puis le pas, tous les combien on veut que x augmente. Ensuite, vous activez le menu écran table pour visualiser le tableau de valeurs. Pour l'ATI, une fois que votre formule est inscrite et validée, vous allez activer la touche DevTable qui se trouve en haut, et qui s'active avec seconde d'ailleurs. Voilà.
Et puis DevTable vous permet de définir les X pour votre tableau de valeurs. Ensuite, vous appuyez sur la touche Table qui se trouve en haut également pour visualiser le tableau. Alors pourquoi visualiser un tableau de valeurs? Parce que non seulement vous voulez un intervalle de X en particulier dans un exercice donné, mais pour pouvoir afficher une courbe, il faut donner à votre calculatrice un intervalle en Y pour qu'elle vise la bonne fenêtre. Et c'est pour ça que vous avez une option Window ou fenêtre à activer avant de visualiser votre courbe. Avec Shift F3 sur une Casio, vous allez activer V-Window, où la calculette vous demande pour le futur graphique quel est l'intervalle de X et quel est l'intervalle de Y à viser. Et puis, vous avez dans les touches du haut une touche fenêtre sur les TI, ou Window pour certaines TI. Voilà, pour donner ces intervalles de X et de Y. Et enfin, lorsque vous savez quelle fenêtre en X et Y vous devez viser, vous demandez à votre calculette de vous tracer la courbe. Voilà, donc c'est tout bête, mais il faut y penser. Vous devez d'abord faire vos réglages, savoir à quelle valeur de X et à quelle valeur de Y vous attendre pour tracer la courbe dans la bonne fenêtre. Si vous visez mal et vous ne définissez pas de fenêtre au niveau d'une calculette, elle peut vous tracer ce qu'elle voit dans une fenêtre donnée alors que la courbe de la fonction passe à côté de la fenêtre. D'où un écran vide. Et là, vous pouvez vous dire, mais je n'ai pas de courbe, ma calculette ne fonctionne pas. Alors, passons maintenant à étude de fonctions. Donc j'ai les fonctions f et g définies ici par 3267 sur x et g de x, une fonction affine, 0,75x moins 72. Sur l'intervalle 20-120, d'abord créer un tableau de valeurs pour chaque fonction, réaliser la représentation graphique. Donc là, je vous laisse faire sur calculette. Et l'allure des courbes va donner ça. Alors il y a ici 3 courbes parce que on a la courbe verte qui nous servira après. Nous avons ici en rouge l'expression de f. Oui, c'est une fonction inverse, donc ça va donner une branche d'hyperbole. Voilà, et puis nous avons en bleu l'expression de g qui est une fonction affine et qui va donc donner une droite. Donc ça a cette allure-là à l'arrivée au niveau de votre affichage calculette, mais je n'ai pas affiché tous les points pour chaque courbe jusqu'à x égale 20 à gauche, hein. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai triché un petit peu sur ce graphique. Très bien. Pour quelle valeur de x a-t-on f de x égale g de x? Donc à quel endroit horizontalement a-t-on deux valeurs de y identiques? Eh bien c'est au point de croisement des deux courbes, bien sûr. Et graphiquement, il semble que ça va se produire vers 130, mais on n'est pas sûr de la précision de la lecture graphique, donc on va résoudre l'équation, hein. Si je veux f de x égale g de x, je n'ai qu'à l'écrire. 3267 sur x égale 0,75x moins 72. Et je tente de résoudre cette équation. Je m'aperçois qu'en multipliant tout par x, à gauche comme à droite, j'obtiens une équation du second degré. Et là, on a les outils pour finir la résolution. Et en fait, cette équation du second degré admet deux racines, l'une positive et l'autre négative. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 20-120, donc on veut la solution positive. Et nous avons en fait une solution qui est 129,6. Alors, quand on parlait de l'intervalle 20-120 sur votre calculette, on vous faisait rater exprès le point d'intersection des deux courbes pour vous forcer à réfléchir en disant oui, j'ai une fonction strictement décroissante là, l'autre strictement croissante, elles vont peut-être pas tarder à se rencontrer. Donc voilà, j'ai x égale 129,6 environ pour le point de croisement de mes deux courbes. Créer la représentation graphique de la fonction h égale f plus g. C'est là que la courbe verte intervient. Mais vous pouvez bien sûr rajouter une fonction sur votre calculatrice, une troisième fonction où vous allez donner ça, plus ça, plus ça, 3267 sur x, plus 0,75x, moins 72. Et donc vous aurez une troisième courbe qui va apparaître. Déterminer le minimum de cette fonction h. Alors, attention, le minimum d'une fonction, c'est la valeur en y minimale atteinte. Pour la connaître, j'ai besoin de savoir d'abord en quel x ça va se produire.
On se repère toujours par les x quand on étudie des fonctions en mathématiques. Donc pour quel x ça va se produire? Eh bien, il faut que j'étudie la dérivée de la fonction h et en particulier le signe de sa dérivée. Lorsque j'aurai trouvé que sur tel intervalle la dérivée est négative et sur tel autre elle est positive, je saurai quelle est la valeur de x qui m'intéresse. Alors, h de x à cette expression-là, sa dérivée est celle-ci. Et je souhaiterais étudier le signe de cette dérivée. Pas forcément seulement l'annulation de la dérivée, hein. Je ne suis pas censé avoir la courbe sous les yeux. Moi, je recherche un minimum pour ma fonction. Donc, je veux connaître le sens de variation de ma fonction et donc le signe de la dérivée. Si je pose cette dérivée positive, par exemple, eh bien, je peux résoudre. Si je veux que cette somme soit positive, alors il faut que 3267 sur x au carré soit inférieur à 0,75. Et donc que, en multipliant tout par x au carré, 3267 soit inférieur à 0,75 x au carré. Donc 0,75 x au carré doit être supérieur à 3267, et donc x au carré doit être supérieur à 3267 sur 0,75. Donc ce nombre-là, et comme je m'intéresse uniquement à des x positifs, eh bien en passant directement à la racine carrée, ça signifie que x doit être supérieur à 66. Voilà, donc je sais que ma fonction h est croissante si et seulement si x est supérieur à 66. Ce qui signifie que ma fonction est décroissante si et seulement si x est inférieur à 66. Et donc c'est pour x égale 66 que ma fonction est minimale. Donc atteint sa valeur minimale, qui vaut eh bien, sa valeur lorsque x est égal à 66. Donc ensuite je replace x égal à 66 dans mon expression, et j'obtiens un résultat qui est égal à 27. Voilà. Mon minimum pour la fonction h, c'est 27. Exercice 71, étudier les variations, tracer la courbe des fonctions des points f, h, r et w de l'exercice 69, le fameux exercice où on a dérivé beaucoup de fonctions. Le point f faisait référence à la fonction d'expression f de x égale 4 moins x carré. On avait une dérivée en moins 2x. Et donc l'idée, pour étudier les variations, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Cette dérivée, moins 2x, est strictement positive si et seulement si x est négatif. Strictement. Moins 2x est positif, ça se résout. C'est une inéquation, si et seulement si x est strictement négatif. Donc, ma fonction est strictement croissante sur moins l'infini 0, donc si x est strictement négatif. Et ma fonction est strictement décroissante si x est strictement positif. Donc j'ai une allure comme celle-ci. Je ne vais pas faire de tableau de variation ici. Le sens de variation est quelque chose de simple à exprimer. Voilà. Et en particulier, si ça m'intéresse, pas forcément ici, mais pourquoi pas, f' de 0 est égal à 0. Effectivement, f' de 0 égale moins 2 fois 0, donc 0. Voilà, donc j'ai une parabole retournée entre guillemets, qui possède des branches orientées vers le bas. 4 moins x au carré, c'est quelque chose de plutôt simple à voir. Alors, cette fonction-là du point h était 3x sur x plus 2. La dérivée, pour laquelle on avait fait un calcul, nous avait montré que c'était 6 sur x plus 2 au carré. Qui est donc le rapport de deux nombres positifs. Alors, strictement positif pour tout réel x, évidemment, sauf en sa valeur interdite qui est moins 2, bien sûr. Son dénominateur est positif car c'est un carré. Mais positif ou nul, effectivement. Alors, donc attention, la fonction g est strictement croissante, oui, mais sur chaque intervalle où elle est définie. Et donc, ça va nous permettre d'en parler un petit peu, justement. En tout cas, sur moins l'infini moins 2, cette fonction est strictement croissante, et sur moins 2 plus l'infini aussi. L'allure de la courbe, c'est une courbe en deux parties. J'ai deux branches d'hyperbole, avec une valeur interdite qui est moins 2. Lorsque j'ai une valeur interdite, ça va me donner une asymptote verticale, donc une asymptote parallèle à l'axe des y. Et je ne peux pas dire que ma fonction est strictement croissante
sur grand R moins moins 2. Attention, hein, c'est là où il faut faire une petite distinction entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. G' de x est strictement positif sur grand R moins moins 2, aucun problème. Mais ma fonction n'est pas strictement croissante sur grand R moins moins 2. Elle est strictement croissante sur moins l'infini moins 2, et elle est strictement croissante sur moins 2 plus l'infini. Ce qui n'est pas la même chose. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas la même chose? Prenez 2 points de la courbe sur grand R moins moins 2. Un point ici et un point ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour la fonction entre ces 2 points? X a augmenté, mais Y a diminué, ce qui est le propre d'une fonction décroissante. Donc on peut faire dire n'importe quoi à cette fonction si on s'amuse à travailler globalement sur grand R moins moins 2. Non, il faut se cantonner à chaque partie de courbe séparée des autres. Sur moins l'infini moins 2, j'ai une fonction strictement croissante. Sur moins 2 plus l'infini aussi, mais pas sur grand R. Alors, le point R faisait appel à une fonction ln, qui se dérive en quelque chose qui ne contient plus de ln, tant mieux pour nous, donc c'est une fraction. Le signe de la dérivée, alors là c'est un petit peu plus délicat, ça dépend du signe de 2x qui lui-même dépend de x, et du signe de x au carré moins 1 qui lui-même dépend de x. Sauf que, dans ma fonction, x au carré moins 1 était à l'intérieur d'un ln. Et ce que je n'ai pas réexpliqué tout à l'heure, c'est que le ln n'est défini que sur R étoile plus. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur d'un ln se doit d'être strictement positif. Sinon, le ln n'existe pas. Donc, le numérateur, après coup, hein, pour ma dérivée, le dénominateur, pardon, est strictement positif. Et donc, finalement, le signe de G' ne dépend que du signe de 2x, qui donc est directement lié au signe de x. Voilà, donc là, j'explique tout ça dans ces 3 lignes, et je vais pouvoir rapidement faire un tableau de variation. Donc G est défini pour tout x tel que x au carré moins 1 strictement positif, ce qui exclut pour x l'intervalle moins 1, au fait. Donc G est défini sur moins l'infini moins 1 et sur 1 plus l'infini. Et bien sûr, sur moins l'infini moins 1, cette dérivée est négative. Donc G est décroissante, alors que sur 1 plus l'infini, elle sera croissante. Le tableau de variation donc, va ressembler à ça. Dérivée négative sur moins l'infini moins 1, fonction décroissante. Dérivée positive sur 1 plus l'infini, fonction croissante. Et la courbe elle-même ressemble à ça. Ensuite, une fonction qui fait apparaître une exponentielle dans le point W. C'était la fonction sur laquelle il fallait faire très attention aux signes moins apparaissant dans la dérivée, puisqu'il y avait 3 signes moins à la suite. Alors, ce qu'il y a de bien avec les exponentielles, c'est que E puissance quelque chose, quelle que soit cette chose, est un résultat positif. E est lui-même un nombre positif, et un nombre positif puissance n'importe quel réel donne un résultat positif. Donc finalement, notre dérivée est une fraction dont le dénominateur est positif parce que c'est un carré, et dont le numérateur est le produit de moins 4 négatif par une exponentielle positive. Donc le numérateur est strictement négatif pour tout x. Donc la fraction elle-même, c'est-à-dire f' de x, est strictement négatif. Et donc j'ai une fonction strictement décroissante. Par contre, attention, là aussi j'ai une valeur interdite. L'exponentielle de moins 2x ne doit pas être égale à 1 pour que f de x existe. Or, e puissance 0, ça vaut 1. Donc il ne faut pas que moins 2x soit égal à 0. Et donc que x soit égal à 0, d'où ma séparation en R étoile moins et R étoile plus de l'autre côté. Et donc j'aurai encore une courbe en 2 morceaux qui me donne ces morceaux-là. Voilà. Alors pour info, j'ai des fonctions exponentielles dans ma fonction, donc je n'ai plus une branche, enfin 2 branches d'hyperbole, hein. On n'est plus sur des formes de ce type-là. Ce qui donne des branches d'hyperbole sont en fait des fonctions rationnelles, et non pas des fonctions qui font appel à des exponentielles. Voilà, nous avons fini avec ce premier TD sur les fonctions, où nous avons vu un certain nombre de techniques de dérivation
et puis quelques conseils sur l'étude des variations d'une fonction, donc passant par l'étude des signes de la dérivée. Nous pourrons envisager des applications maintenant à des cas plus ou moins concrets, on va dire, mais plutôt plus que moins d'ailleurs, pour 2 TD suivants sur les fonctions. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de prochaines